Alors, je m'appelle David Bacos, je suis professeur en ORL depuis environ 2 ans. Je fais partie aussi d'une équipe INSERM où on travaille sur la surdité. Et puis bien sûr, j'enseigne à la faculté de médecine pour les différents étudiants, que ce soit au premier cycle, deuxième cycle et puis pour les internes. Il faut que j'en sache. Alors, j'ai commencé mes études de médecine à Angers, après le bac, où j'ai fait mon externat. Ensuite, j'ai été nommé interne à Tours. J'ai fait mon internat qui durait 5 ans. Pendant mon internat, j'ai effectué une année de recherche, dans le cadre d'un master de recherche. Puis après, j'ai fait 4 ans de clinica. Je suis parti 1 an en mobilité dans un laboratoire de recherche sur la surdité et l'implant cochléaire à Los Angeles. Et puis après, j'ai été nommé maître de conférence universitaire pendant 5 ans avant d'être nommé professeur en ORL. Alors ma spécialité c'est l'ORL et la chirurgie cervico-faciale et moi je suis surspécialisé en otologie et pour le diagnostic et le traitement des surdités. Mais l'ORL de manière générale c'est une spécialité médico-chirurgicale. On s'occupe des patients qui ont des surdités, des patients qui ont des acouphènes, qui ont des vertiges et il y a tout un versant chirurgical. Ça peut être la chirurgie cervicale, la chirurgie rhinologique et la chirurgie otologique. Chacune de ces différentes sous-spécialités a ses avantages. Il y a la chirurgie à ciel ouvert, de la chirurgie endoscopique, de la chirurgie sous microscope et même de la chirurgie robotique. Pour faire chirurgie ORL, j'estime qu'il n'y a pas forcément de compétences particulières à avoir. On forme des internes chaque année et les internes petit à petit ils progressent, tant en chirurgie qu'au niveau médical. Après, ils vont eux aussi se spécialiser au fur et à mesure. Mais notre but en tant que senior dans un service est d'amener nos internes à un niveau satisfaisant pour qu'ils puissent s'installer après. Donc j'estime que c'est plutôt à nous de se débrouiller pour qu'ils aient les compétences au fur et à mesure. C'est à nous de leur permettre en tout cas de les acquérir. Vraiment, j'estime qu'un interne, il arrive à un T0 et que c'est à l'encadrement de faire qu'il évolue. Je m'en fiche qu'il sache rien faire au début, mais par contre qu'il sache faire des choses après, ouais, ça m'intéresse plus. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de qualité à avoir. Alors j'ai choisi l'ORL pour plusieurs raisons. La première c'est que moi je fais beaucoup de chirurgie otologique donc sous microscope, c'est des gestes qui sont précis, ça permet à des patients aussi grâce à l'implant cochléaire de réentendre mais surtout de comprendre, ça évite l'isolement social, je trouve que c'est une part importante dans le métier qu'on fait. Après l'autre raison elle est plus personnelle au niveau familial. C'est vraiment une discipline médico-chirurgicale, c'est-à-dire que le jour où on a envie d'arrêter d'opérer, on peut arrêter d'opérer. On a des confrères en ville qui, passés 50, 55 ans, décident de lever le pied sur la chirurgie et de faire que de la médecine. Et c'est une partie de la spécialité qui est très intéressante aussi, qui est au début souvent laissée de côté, mais qui permet justement après, dans l'exercice futur qu'on a installé, de se consacrer qu'à la médecine. Et au niveau chirurgical, je trouve ça aussi intéressant parce qu'il y a vraiment tous les types de chirurgie. L'autre avantage aussi en ORL, c'est que on est une spécialité à astreinte. On n'est pas une spécialité à garde, donc c'est aussi un intérêt pour la qualité de vie. Il n'y en a pas. Faites ORL. Non, il y en a forcément, ça dépend de chacun. Ça peut être ennuyeux de faire toujours un peu les mêmes gestes en chirurgie, mais ça reste quand même une spécialité intéressante. On n'est pas comme les internistes qui allons trouver un diagnostic. Ça peut être le cas en médecine de ville, mais nous souvent les patients nous sont adressés déjà avec un diagnostic qui est fait. On n'a pas cette partie d'enquête souvent réalisée et ça peut des fois être un peu rébarbatif, mais ça reste une spécialité intéressante avec un bon niveau de qualité de vie. Alors c'est variable, en cancérologie on va dire qu'on les suit quasiment à vie. Pour la surdité, quand on leur met des prothèses auditives pour qu'ils puissent mieux entendre et mieux comprendre, ça va être quelques années et après le relais est fait par l'audioprothésiste. Pour l'implant cochléaire on les suit habituellement à vie. Mais par exemple pour un patient qui vient pour un vertige, si on règle le problème, on ne va pas le suivre non plus tout le temps, ça dépend vraiment des pathologies. Moi, je vois principalement des patients atteints de surdité, des adultes atteints de surdité avec des difficultés dans la vie quotidienne pour utiliser le téléphone, pour comprendre un milieu bruyant et qui veulent une solution pour lever l'isolement qui les gêne dans leur vie quotidienne socio-professionnelle.
Alors il y a différents types de responsabilités. Il y a bien sûr la responsabilité médicale, comme tous les médecins, que ce soit en exercice libéral ou hospitalier. Et après, on a la responsabilité de former nos internes pour qu'ils puissent arriver à un niveau satisfaisant pour qu'ils exercent leur métier dans de bonnes conditions. Et puis en tant qu'enseignant à la faculté, on a la responsabilité de former les étudiants et aussi de faire de la recherche pour faire avancer la prise en charge et le diagnostic des patients. La spécialité ORL a l'avantage que ça peut être des enfants comme des adultes, que ce soit en libéral ou à l'hôpital. Moi, en ce qui me concerne, je fais que de l'adulte. Les médecins qui sortent du service, ils sont formés à faire de l'ORL pédiatrique et de l'ORL adulte. Ah, j'aurais plus dit avec mes internes, mais bon. Les difficultés qu'on peut rencontrer dans la spécialité, c'est quand on prend en charge un patient qui a un cancer ORL, c'est bien sûr l'annonce du diagnostic qui peut être difficile, mais c'est aussi l'annonce des fois qu'on n'a plus de solution thérapeutique à leur proposer quand malheureusement la maladie évolue. Dans le cadre de l'implant cochléaire, ça peut être les limites de l'implant, même si on leur précise que c'est pas une oreille neuve, que les résultats sont progressifs. Les patients aimeraient toujours que ça aille plus vite, avoir un bon résultat immédiatement. Il y a toute cette partie-là qui est des fois longue à expliquer. Il faut savoir répéter et rappeler aux patients ce qu'on a dit au début. Sans doute que la part de chirurgie sera un peu moins importante qu'actuellement. J'espère qu'on découvrira des traitements pour les acouphènes, pour les vertiges, pour la surdité qui éviteront les interventions chirurgicales pour le bien des patients. Si c'est à résultat identique, bien sûr qu'il vaut mieux ne pas opérer les gens, mais ça arrivera peut-être dans 50, 100 ans. J'en ai aucune idée, mais c'est les buts des recherches qu'on effectue notamment en France pour améliorer les résultats des réhabilitations auditives. Dans le domaine de la cancérologie, la radiothérapie, la chimiothérapie évoluent aussi de manière significative et on voit petit à petit quand même les indications opératoires changer. Est-ce qu'on voit des pathologies avec une incidence qui augmente? Je ne suis pas sûr que l'incidence elle augmente, c'est juste qu'on sait mieux les repérer, faire le diagnostic grâce au développement de l'ensemble des techniques d'imagerie, mais aussi les techniques de diagnostic en exploration fonctionnelle. Et on fait des diagnostics qui s'améliorent petit à petit. Donc on a l'impression, par exemple, dans l'implant cochléaire, qu'on met plus d'implants cochléaires qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de personnes atteintes de surdité, ça veut peut-être dire qu'on fait mieux le diagnostic, qu'on les dépiste mieux. Alors les avancées technologiques dans la spécialité, elles sont importantes dans plusieurs domaines. En cancérologie, le robot chirurgical est arrivé depuis quelques années. Les chirurgiens qui font du robot chirurgical ont dû s'entraîner avant, avoir une formation pour être autorisés à réaliser ce type de chirurgie robotique. Dans le domaine de l'implant cochléaire, quand il y a une innovation avec une insertion justement de l'implant qui diffère comparé à avant. Bien sûr qu'on a une formation, on se doit de se former en permanence dans n'importe quelle spécialité. Et donc dès qu'il y a une innovation ou une modification, une nouveauté, on est amené à se former à nouveau. Suite à l'internat et surtout au post-internat avec le clinica ou l'assistanat, on peut se surspécialiser soit dans le RL médical pour la prise en charge des vertiges et de la surdité. On peut aussi se surspécialiser en chirurgie sinusienne, en chirurgie otologique, en cancérologie, mais on peut aussi être un ORL polyvalent qui va faire l'ensemble des activités médico-chirurgicales. Alors pour l'ORL, la particularité, c'est qu'on est un centre de référence en chirurgie robotique dans la carcinologie ORL. C'est le professeur Morinière qui s'en occupe. En otologie, dans le domaine de la prise en charge de la surdité, on est 2 chirurgiens à s'en occuper. Il y a le professeur Lescan et moi, où on a une activité conséquente en termes d'implants cochléaires et de chirurgie otologique. Et on a aussi la chance à Tours d'avoir un service dédié à la pédiatrie, à l'ORL pédiatrique. Peu de villes ont ce type de service où il y a vraiment une activité dédiée qui est dirigée par le docteur Pendaven. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'image que j'avais de ma spécialité et maintenant? Oui, elle est différente, mais pour pas les mêmes raisons sans doute que mes collègues de ville. Il ne faut pas oublier que nous, on est hospitalier. C'est un métier qui est un peu différent de la médecine de ville, parce que justement, il y a la formation des étudiants de médecine et des internes. C'est aussi pour ça qu'on a voulu rester hospitalier. C'est le fait d'apprendre aux plus jeunes évite en fait qu'on rentre dans une routine.
Et donc c'est tout l'intérêt, mais autrement ce qui a changé, oui, comme tout le monde, on pensait qu'en chirurgie on allait sauver tout le monde, c'est pas le cas. La chirurgie règle pas tous les problèmes, il y a des conséquences pour chaque acte qu'on fait auxquelles on n'était pas préparé forcément. Donc oui, j'ai pas la même image de mon métier qu'avant sans doute. L'ORL, ça a aussi l'avantage de pouvoir se pratiquer soit à l'hôpital, soit dans une activité libérale, dans un cabinet en ville. Il y a des différences entre les deux, hein, qui, bien sûr, outre les différences sur l'enseignement, la recherche, qui sont faits dans le domaine hospitalier et même dans le domaine hospitalo-universitaire. La médecine de ville, les ORL qui sont installés ont la possibilité de faire à peu près toutes les interventions, à quelques exceptions près. L'implant cochléaire, par exemple, il faut des centres de référence. La prise en charge des enfants de moins de 3 ans atteints de surdité, c'est aussi des centres de référence. La chirurgie robotique, il faut être formé, avoir à disposition les nouvelles technologies. Et toutes les interventions, de manière générale, où il y aura nécessité d'une réanimation, se font plutôt, si la clinique n'a pas de réanimation, se feront plutôt au CHU. Les grandes différences entre la pratique libérale hospitalière, c'est que on n'a pas le même rythme de consultation. Un médecin de ville, il va voir énormément de patients en consultation. Nous, à l'hôpital, on a la chance d'avoir aussi des moments où on peut passer du temps dans la recherche, dans l'enseignement, dans la publication, ce que nos confrères en ville n'ont pas le temps de faire. Ils voient énormément de patients, beaucoup plus que nous on peut en voir par semaine. Après, les pathologies qu'on traite sont quand même différentes à l'hôpital. Ça peut prendre plus de temps, mais c'est pour ça que nos confrères de ville nous les confient. Prendre en charge un patient atteint de cancer ORL, il faut prendre le temps de lui expliquer la pathologie, de rencontrer sa famille. Un patient atteint de surdité, c'est des consultations qui sont compliquées. Il faut des fois tout écrire pour que le patient comprenne bien. Et ça, il faut comprendre qu'un médecin en ville, un ORL, il n'a pas forcément le temps lors de sa consultation. D'autant plus qu'après, c'est pas lui qui va s'occuper de la prise en charge. Donc ça revient au rôle des centres. C'est le rôle des centres de référence. C'est les principales différences entre les deux. Après, bien sûr, il y a des différences de salaire et ces choses-là, mais en termes de pratique, voilà les principales différences. Faut demander ça à mes filles, un peu trop je pense, mais non, ça prend du temps, mais c'est un choix personnel aussi de chacun, le temps qu'il veut prendre, le temps que prend son métier dans sa vie quotidienne. Oui, en tant qu'hôpital universitaire, on rentre tard, on voit peut-être un peu moins nos familles, mais il y a des avantages aussi, donc ça prend beaucoup de temps, mais c'est un choix personnel et c'est à chacun de gérer son temps. En fait, il y a plusieurs journées types. On va dire par exemple le lundi, moi c'est ma journée universitaire où je fais principalement mes cours, je fais ma recherche, je vais à l'INRA, à l'INSERM. Ça c'est ma journée universitaire et j'ai à peu près 2 journées comme ça par semaine. Mardi, le mardi et le mercredi, c'est la journée de bloc opératoire. Donc on arrive à 7h30, on opère, les internes opèrent sous notre supervision. Ensuite, une fois que le bloc opératoire est terminé, on va voir les patients à la visite pour autoriser une sortie, notamment ceux qui sont ambulatoires. Et puis après, on a souvent des consultations. Le vendredi et le jeudi, c'est mes journées de consultation où je fais la visite le matin, le vendredi par exemple, à 8h, 8h15. Et puis à 9h, on enchaîne sur la journée de consultation. Voilà à peu près les journées types dans la semaine. Alors, une anecdote sur notre spécialité, écoutez, pas plus tard que la semaine dernière, un des seniors a été appelé en urgence avec l'interne pour une dyspnée laryngée chez une patiente d'une vingtaine d'années qui malheureusement était hospitalisée dans le cadre d'un Covid. Donc ils ont couru jusqu'à la réanimation, le senior est arrivé, par contre l'interne a fait une chute et s'est ouvert le coude. Voilà une petite anecdote. Est-ce qu'il y a des clichés dans la spécialité ORL? Oui, il y en a. Souvent, on nous appelle les arracheurs de crottes de nez. C'est ce que pensaient, et notamment il y a 15-20 ans, nos collègues. Et puis petit à petit, différents patrons ont fait évoluer cette spécialité, qui maintenant s'appelle ORL et chirurgie cervico-faciale. Puis bien sûr qu'on va retirer des bouchons de cérumen, qu'on va nettoyer les nez. Mais c'est aussi une spécialité chirurgicale et on est tous amenés à avoir au moins une fois un ORL dans notre vie, que ce soit quand on était enfant pour des otites ou pour une surdité ou si on a une dysphonie, on est tous amenés à avoir un ORL souvent dans notre vie. Alors l'exercice en pédiatrie, si on veut faire
que de la pédiatrie, il faut avoir une formation dans le domaine. À Tours, on a la chance d'avoir un service qui fait que de la pédiatrie, mais si après on veut faire que de l'ORL pédiatrique, c'est principalement dans les centres hospitaliers. L'ORL pédiatrique, même si une majorité, ça va être le traitement des otites, des rhinopharyngites, le traitement des angines, des amygdalectomies, la mise en place de diabolo. L'ORL pédiatrique, malheureusement, il y a des pathologies plus graves. Il est nécessaire en plus d'aller se former, et c'est principalement les grands centres qui permettent ça. Et donc il est nécessaire d'avoir une formation complémentaire à Paris, à Lille, à Lyon, Marseille, dans les grandes villes en plus. Même si encore une fois à Tours, on a la chance d'avoir cette surspécialité en plus, où on s'occupe vraiment de pathologies rares sous la direction du docteur Plandavel. Alors, pendant la période Covid et même actuellement, la pandémie, ça a impacté énormément notre spécialité. On a dû déprogrammer de nombreux blocs opératoires et qu'on a dû reporter. Et là, encore 6 mois plus tard, on a du mal à rattraper notre retard qu'on a pris, le retard de prise en charge, notamment les patients implantés cochléaires. Ça fait quasiment certains 1 an qu'ils attendent qu'on puisse mettre leur implant. C'est une durée de surdité qui s'allonge et donc c'est une perte de chance aussi pour eux. Les patients en cancérologie, on a pu les maintenir, ce qui fait que pendant toute cette période-là, non seulement on a aidé pour la Covid, mais en plus, maintenant on se retrouve à devoir rattraper le retard et donc ça fait des journées de bloc opératoire et de consultation qui sont plus denses que d'habitude. Merci à vous. Marianne, à toi. Bonjour, moi je m'appelle Marianne Schleich, je suis interne d'ORL en 3e année et donc actuellement au CHU de Tours. Alors la phase socle, ça se déroule sur 1 an. En fait, on a plusieurs choix de stages. On a un stage autre à faire et un stage d'ORL à faire. Et parmi ces stages, on doit faire un stage obligatoirement au CHU et un stage du coup hors CHU, qu'on peut organiser un petit peu comme on veut. Dans les stages autres, on a le choix entre neurochirurgie, vasculaire, digestif, plastique, maxillofacial. Enfin voilà, on a toute une gamme, une panel de choix de stages autres. Ensuite, du coup, tout ce qui est phase approfondissement, c'est 3 ans. On a encore un stage autre à réaliser. Et puis après, on a un stage libre, mais qui généralement se retrouve à être de l'ORL. Et puis tous les autres stages sont en ORL. On doit réaliser encore une autre périphérie obligatoire. En ORL, c'est un peu particulier. On a quelques stages aussi qui sont obligatoires. On passe à Clocheville, à l'hôpital du coup pédiatrique. Et puis on a un stage d'un semestre en audiophonologie pour apprendre tout ce qui est exploration fonctionnelle. Et puis enfin, du coup, pendant la dernière phase, qui dure 2 ans, et maintenant, c'est transformé en fait en docteur junior. Sur cette phase, c'est juste de l'ORL qui peut être réalisé soit en périphérie, soit au CHU, et qui se déroule sur des stages d'1 an plutôt que de 6 mois. Alors, en ORL au CHU de Tours, on fonctionne en astreinte, donc on n'a pas de garde et on ne fait pas de garde aux urgences non plus. On a juste nos astreintes d'ORL. On est d'astreinte donc globalement toute la nuit, de 18h30 à 8h, enfin la relève le lendemain matin. Maintenant, ça a été mis en place, on a des repos post-astreinte, donc le lendemain, on est en temps personnel. Et puis, globalement, sinon sur la semaine, nous dans le service, on fait environ une astreinte par semaine et puis après on se répartit les week-ends, donc ça dépend du nombre d'internes qu'il y a dans le service, mais à peu près un week-end par mois. Alors nous, au cours de l'internat, on a un mémoire de DES à faire et une thèse. Maintenant, la thèse doit être passée, mais ça c'est le cas pas que en ORL. On doit passer la thèse avant la fin de la 4e année, avant le docteur junior. Et donc on passe le mémoire de DES généralement après. On n'a pas d'autres examens en tant que tel, on a juste une évaluation d'anatomie qui est faite en fait avec tous les internes du Grand Ouest. Donc la spécialité, c'est 12 semestres en tout, dont 2 ans en docteur junior et 5 semestres d'ORL au CHU à faire.
Donc la chirurgie en ORL, on fonctionne par binôme. Chaque semestre, on passe avec un chef qu'on va suivre en fait pendant tout le semestre. Donc on est associé avec lui au bloc opératoire et donc ça nous permet en fait de suivre pendant 6 mois une spécialisation de l'ORL puisque souvent les chefs sont spécialisés soit en otologie, soit en chirurgie plutôt cervicale et cancérologique. Du coup, on passe au bloc opératoire. Comme c'est sur 6 mois, ça nous permet aussi d'avoir vraiment un lien avec notre senior et donc petit à petit, il voit ce qu'on sait faire et il peut nous laisser plus ou moins la main. On apprend à fonctionner en fait vraiment en binôme. Ah bah oui, tout à fait. Il faut travailler. De toute façon, la chirurgie, je pense qu'on s'en doute. On apprend effectivement sur le tas avec les patients que l'on voit et puis au fur et à mesure au bloc opératoire, la technique. Mais après, il y a toute la théorie à travailler en plus. Donc, il y a des cours qui sont organisés, mais il faut aussi en plus travailler soit les recommandations, les références en plus. Après, on peut aussi s'inscrire à des cours en plus, en dehors, qui sont à type de diplôme universitaire, auquel on peut s'inscrire en plus de toute notre formation. Moi, j'ai choisi ORL parce que c'était une spécialité qui, pour moi, rassemblait pas mal d'avantages. Déjà, c'était à la fois médical et chirurgical. J'étais quelqu'un d'assez manuel, donc ça m'intéressait d'avoir le côté chirurgical. En plus, c'est une spécialité très variée. Ça permet à la fois de voir des enfants, des personnes âgées, l'entre-deux, de la cancérologie, mais aussi tout ce qui est médical, vertige, autres. Il y a plein d'examens complémentaires. Et puis c'est une spécialité où il y a beaucoup de gestes. Même en consultation, on fait presque toujours un geste en consultation en fait. Ouais, alors globalement, moi je peux dire mon année parce que moi j'étais la dernière prise et moi j'étais 2168 aux ECN à Tours. Ça donne une idée, globalement pour faire ORL, il faut être dans les 3000 premiers. Non, c'est une ville assez choisie. Moi, il me restait plein d'autres villes derrière Tours parce que justement, c'est quand même un grand centre. Il y a à la fois des professeurs d'autologie et un professeur qui fait beaucoup de carcinologie. Donc, on a quand même 3 professeurs au CHU, plus on a l'hôpital pédiatrique. Enfin, c'est un gros centre d'ORL par rapport à d'autres villes. En tant qu'interne, après je pense que ça sera le cas pour beaucoup d'internes de spécialité. Il faut s'attendre à ce que quand même le métier prend beaucoup de place puisque l'hôpital, on y passe beaucoup de temps et puis même après en dehors, il faut travailler ses cours. Globalement, ça a une grosse place dans notre vie. Et puis en plus, on y fait des rencontres et donc les personnes qu'on voit en dehors, souvent c'est des gens du milieu hospitalier et donc voilà, tout ça fait que, mais c'est pas forcément que du mauvais, c'est juste qu'on est beaucoup avec des gens du milieu hospitalier, donc on parle aussi beaucoup de médecine, enfin on a tout un cercle au milieu hospitalier. Comme l'a dit le professeur Bacos tout à l'heure, on a plusieurs journée type en ORL puisqu'on est un métier médico-chirurgical. On a la journée type de bloc. Donc en tant qu'interne, on vient à 7h30 au bloc opératoire pour être là lorsque le patient est endormi et être présent pendant toute la préparation. Et puis globalement, le bloc opératoire se termine, il n'y en a plus après 17h globalement, pour le programmer. Et donc après, on va voir les patients dans le service et puis on fait les papiers de sortie. Nous, en ORL, on finit environ à 18h30 sur une journée type quand ça se passe bien et quand on n'est pas d'astreinte. Et puis après, il y a les journées de consultation. On a globalement une journée de consultation une demi-journée de consultation dans la semaine et une journée de téléphone d'urgence puisque en tant qu'ORL, on a à Tours un petit service d'urgence où les patients viennent directement dans notre service et sont pris en charge directement par les ORL. Et donc du coup, il y a une journée dans la semaine où il y a un interne qui est responsable de ces urgences.
Dans le service, récemment, on avait un téléphone qui ne fonctionnait plus, le téléphone pour nous joindre en tant qu'interne. Il a été remplacé, sauf que maintenant, systématiquement, quand on appelle quelqu'un, plutôt que d'avoir interne ORL qui s'affiche, on a poste esthétique qui s'affiche. Donc les gens s'attendent à tomber sur une esthéticienne ou quelque chose du genre et sont assez surpris lorsqu'ils décrochent. Rien.